Avec la fin de Barkhane et de Takuba, la France quitte le Mali mais pas le Sahel. C'est ainsi que prend fin le long dialogue de sourds entre Paris et Bamako. Pour contenir la progression terroriste vers les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, la présence militaire française se déploie dans les pays voisins du Mali. Niégalé Bakayoko, bonjour. Bonjour. Les autorités maliennes ont pris acte du retrait de Barkhane et de Takuba après les mois de tension entre Bamako et Paris. L'observatrice que vous êtes a-t-elle été surprise par ce dénouement ? Non, je n'ai pas été surprise. Ce qui m'a davantage étonnée, c'est qu'il tarde autant à se produire, parce qu'en réalité, les relations diplomatiques entre la France et le Mali étaient parvenues à un tel degré de détérioration que la poursuite d'un engagement militaire paraissait totalement déconnectée de cet environnement politico-stratégique. Et donc, je pense que les deux partenaires ont mis du temps à prendre l'initiative de la rupture. Elle est finalement venue du côté français, mais après que de nombreuses incitations en ce sens aient été adoptées du côté des autorités maliennes. À Bamako, des scènes de liesse ont suivi cette annonce, mais ce départ ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. C'est un pari et un défi pour le président de la transition. Avec quel partenaire ce départ ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique? C'est un pari et un défi pour le président de la transition. Avec quel partenaire compte-t-il lutter désormais, mener cette lutte contre les terroristes? Alors précisément, la nature des partenaires que les autorités civilo-militaires ont choisi pour s'appuyer et pour les accompagner dans leur lutte sont aussi à l'origine de la rupture entre Paris et Bamako, puisque depuis le mois de septembre 2021, on a constaté un rapprochement particulièrement étroit avec les autorités russes. Un accord de partenariat a été signé qui a renouvelé des engagements d'ores et déjà pris, y compris par le président Ibeka précédemment, mais qui ont pris davantage d'ampleur et qui notamment impliquent que les forces armées maliennes, les fameuses FAMA, seront accompagnées au combat sur le terrain. La question est de savoir si cet élargissement des partenaires traditionnels, puisque l'on voit aussi une affirmation de la part des autorités maliennes de leur volonté de se tourner vers d'autres, qu'il s'agisse de la Turquie, qu'il s'agisse de l'Iran, qu'il s'agisse de partenaires beaucoup plus proches géographiquement, comme la Mauritanie ou comme l'Algérie. Il va falloir voir dans quelle mesure cela permettra aux autorités de parvenir à ce à quoi elles se sont engagées, à savoir le rétablissement de la sécurité. Alors vous parlez des autorités russes, mais on parle beaucoup plus du groupe Wagner. Est-ce que vous faites la différence entre les deux ? Alors je pense qu'il est absolument essentiel de faire la différence entre les deux, puisque officiellement, les autorités maliennes ont signé un accord de nature bilatérale avec la Russie. Elles se sont très clairement prononcées en indiquant qu'elles n'avaient pas conclu de partenariat avec la société Wagner. En revanche, le président Poutine lui-même les a mises en porte-à-faux dans la mesure où il a affirmé qu'un tel partenariat existe sur le terrain. Les signes de celui-ci se sont multipliés, mais la difficulté à laquelle on est confronté, c'est celle de connaître la nature exacte des liens qui unissent le Kremlin à cette société dont le statut est extrêmement flou et qui, à mon avis, rendra extrêmement difficile à l'avenir l'identification des actions imputables à cette société ou à des instructeurs déployés à titre bilatéral. Parmi les partenaires cités, parmi les nouveaux partenaires cités du Mali, il y a la Turquie, la Chine, le Qatar. C'est donc un exercice nouveau pour ces pays qui n'ont jamais eu de présence militaire sur le continent.
Alors la Chine n'a pas d'engagement militaire avec le Mali, c'est un partenaire, mais essentiellement de nature commerciale. Elle est engagée sur le terrain du maintien de la paix dans le cadre de la MINUSMA, mais pas dans le cadre de la lutte anti-terroriste. Pour ce qui est du Qatar, il y a de toute façon une tradition diplomatique qui fait que le Mali a des relations étroites avec les pays du Golfe en général. Ce qui est important, à mon avis, c'est d'inscrire ces partenariats dans une continuité historique. Il y a une trajectoire. On ne peut pas considérer que ces partenaires sont totalement nouveaux sur le terrain malien. Ce qui est nouveau, c'est l'importance qui leur est désormais accordée et surtout la primauté qu'on leur donne aujourd'hui au détriment des partenaires européens à l'évidence. 8 ans après le début de la crise dans le Sahel, beaucoup de choses ont été dites sur l'efficacité de ces opérations. Quel modèle d'intervention faut-il prévoir désormais pour garantir les résultats? Il me semble que la grande difficulté à laquelle on s'est heurté est précisément que ce sont des conceptions importées de l'intervention, qu'elle se déroule au niveau tactique ou qu'on la conçoive au niveau opératif ou stratégique, qui ont trop insuffisamment pris en considération les spécificités de l'environnement sécuritaire malien et sahélien plus largement. C'est en ce sens, à mon avis, que l'on peut véritablement parler d'échec collectif et qu'à mon avis, il sera là aussi extrêmement difficile pour les nouveaux partenaires que nous avons mentionnés d'être davantage efficaces, d'avoir davantage d'impact sur le terrain, puisque l'on voit très bien que ce sont en réalité les complexités des contextes locaux qui leur échappent. Donc à mon avis, il n'y a d'avenir au Sahel qu'à travers des solutions conçus par les acteurs nationaux, locaux, qui sont extrêmement familiers et intimes des dynamiques locales et de la complexité qui les caractérise. Pour de nombreux spécialistes du Sahel, cette lutte contre le terrorisme ne peut être gagnée tant qu'il n'y aura pas de coopération entre les armées nationales des pays. Pour quelles raisons cette coopération n'est-elle pas opérationnelle? Alors, il y a eu de très nombreux efforts pour rendre cette coopération opérationnelle, notamment à travers le fameux G5 Sahel et sa force conjointe qui, depuis 2017, a tenté de devenir un acteur majeur de la gestion de cette crise. Mais l'on s'aperçoit que cette tentative se solde plutôt par un échec, tout d'abord parce que les moyens financiers et logistiques n'ont pas pu être mobilisés par les 5 partenaires, et d'autre part parce que c'est la revanche du politique que l'on voit aujourd'hui rattraper le G5 Sahel, qui est aujourd'hui paralysé par le fait que 3 de ces pays, à savoir le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, sont désormais dirigés par des régimes militaires, ce qui empêche un certain nombre de leurs partenaires d'apporter le soutien extérieur nécessaire au financement et au fonctionnement de cette force. La légitimité de ce coup de force au Mali est intervenue parce que justement, les militaires reprochaient aux politiques d'avoir échoué à pacifier le pays. C'est ce qui est extrêmement troublant dans ce qui se produit non seulement au Mali, mais on l'a vu aussi au Burkina Faso ou en Et même en Guinée. Guinée. Et en Guinée, absolument, c'est que ces coups d'État interviennent dans un contexte de désillusion démocratique. On s'aperçoit que les populations considèrent aujourd'hui que les classes politiques ont échoué à répondre aux promesses qu'elles avaient formulées dans un nombre extrêmement large de domaines, qu'il s'agisse bien entendu de la démocratisation elle-même, qu'elles considèrent n'avoir bénéficié qu'à une élite extrêmement limitée, mais qu'il s'agisse aussi du développement, de l'éducation, de la décentralisation. On le voit très bien, notamment avec une autre question absolument majeure d'un point de vue sécuritaire, qui est celle de la question du nord du Mali. Et aujourd'hui,
l'incarnation par excellence de la démocratie aux yeux des partenaires extérieurs, à savoir la tenue d'élections, n'est absolument plus perçue par la majorité des populations comme un gage de progrès. Et à mon avis, c'est vraiment à la lumière de cet échec des autorités légitimement élues que l'on doit aussi lire cette résurgence des coups d'État. Niagalé Bakayoko, le repositionnement des forces françaises au Niger et au Burkina Faso, puisqu'elles ont quitté le Mali, qu'est-ce que cela augure? Alors, il me semble qu'il sera absolument essentiel de tirer un certain nombre de leçons de ce qui n'a pas fonctionné précisément dans l'engagement massif qui a été fait au Sahel. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, l'objectif des autorités françaises est de rendre leur présence la plus légère et la moins possible et la moins visible possible sur le sol du Niger, voire du Burkina Faso. Mais je pense que la question de la cohérence politique va être absolument essentielle. On voit bien que les motifs officiellement avancés côté français pour justifier leur rupture avec les autorités maliennes est justement le fait qu'il y a une junte au pouvoir. Or, au Burkina Faso, on voit bien que les autorités s'engagent elles aussi vers une transition qui sera longue, hein, puisqu'on parle de 36 mois. Donc, le repositionnement sera compliqué de ce point de vue politique. Par ailleurs, l'élément absolument crucial dans tous les pays du Sahel va être celui de l'acceptabilité sociale de la présence française est plus largement essentielle parce qu'aujourd'hui, à mon avis, le principal frein à la présence internationale est véritablement le sentiment d'abord de doute qui s'est transformé en exaspération face à ce qui a été perçu comme une absence d'impact sur le terrain de la présence militaire internationale, malgré les moyens perçus comme colossaux mobilisés. Donc aujourd'hui, l'élément central sera celui de la façon dont ce nouvel engagement sera perçu par les populations qui sont aujourd'hui l'élément à la fois le plus central, mais aussi le plus imprévisible, à la fois pour les gouvernements nationaux et pour leurs partenaires, quels qu'ils soient. Niagalé Bakayoko, merci. Merci à vous.